អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាព L'audience est ouverte. Comme la Chambre l'a indiqué hier, aujourd'hui les greffiers vont lire les paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture pour le dossier 002-1. Troisième phase. Avant de laisser la parole à la greffière pour la suite de la lecture de l'ordonnance de clôture, je lui demanderai de faire rapport sur la présence des parties et des personnes concernées par les audiences. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes à l'exception de l'accusé Yang Sari, qui est absent pour des raisons de santé. L'accusé a toutefois renoncé à participer directement à l'audience et pour aussi entendre la déposition du témoin TCW 428, ce même témoin. 428 comparaîtra aujourd'hui. Le témoin arrivera au tribunal à 10h du matin et aura prêté serment. Avant d'entrer dans le prétoire, le président. Merci. Je laisse maintenant la parole à la greffière pour la lecture des paragraphes. Donc veuillez, je vous prie, reprendre là où vous l'aviez laissé hier. On vous a donc confié un certain nombre de paragraphes. Vous pouvez maintenant poursuivre. Les armées de zone, paragraphe 133. Au sein de l'ARK, la seconde branche d'importance était les armées de zone, qui étaient généralement organisées en divisions. Bien qu'elles relevaient en dernier ressort du commandement du centre, elles étaient intégrées dans la structure administrative de la zone. Leurs tâches étaient connectées de près aux activités de leurs zones respectives et incluaient notamment la défense du territoire et la sécurité intérieure. Les armées de zone à la frontière thaïlandaise et vietnamienne étaient largement impliquées dans les combats qui eurent lieu le long de ces frontières. À l'échelon inférieur de la division, les districts possédaient également des forces locales qui appartenaient à l'échelon du bataillon. Les milices, paragraphe 134. Le troisième pilier des forces armées était constitué par les milices locales, encore appelées les milices. Paragraphe 135. Les miliciens vivaient parmi la population dans le village et s'acquittaient de fonctions liées à la sécurité locale. Ces fonctions comprenaient les arrestations et les exécutions, mais aussi des fonctions plus militaires, telles qu'assurer la défense des villages et coopératives. Les milices relevaient directement des comités de village, de sous-districts ou de districts. L'administration civile faisait appel à elles pour accomplir des tâches liées à la sécurité. Communication, information, paragraphe 136. L'armée révolutionnaire du Kampuchea avait une structure de commandement hiérarchisée qui se retrouvait dans l'organisation de ses communications. Les rapports
étaient rassemblés au sein des divisions, puis transmis aux organes de commandement à l'échelon central, en l'occurrence l'état-major. Les ordres suivaient le cheminement inverse. Le commandement central transmettait ses ordres aux divisions qui, à leur tour, les transmettaient aux commandants des échelons inférieurs qui les exécutaient. La communication entre les divisions et le centre. Paragraphe 137. La communication entre les divisions et le centre n'était jamais interrompue, avec plusieurs contacts par jour. L'échelon central de commandement communiquait régulièrement avec les divisions et comptait sur les divisions pour transmettre ses ordres aux unités des échelons inférieurs. Seuls les organes de commandement du centre prenaient des décisions importantes concernant les divisions. Les divisions envoyaient régulièrement des rapports aux organes de commandement du centre. Ces rapports portaient généralement sur les batailles ou la découverte d'ennemis intérieurs, mais aussi sur d'autres sujets. Paragraphe 138. La communication se trouvait facilitée par l'existence de différents moyens de communication. Les moyens de communication les plus couramment utilisés étaient la radio et les télégrammes. L'état-major, mais aussi chaque division, avait des unités de radio et de télégraphie à cet effet. Les messages envoyés et reçus par l'armée révolutionnaire du Kampuchea étaient encodés. Paragraphe 139. On avait aussi recours à des messagers pour porter les messages à leurs destinataires. Chaque division avait un groupe de messagers pour offrir ses services. Paragraphe 140. Les messages entre l'état-major et le comité militaire d'une part et les différentes divisions d'autre part étaient souvent communiqués aux membres du comité central. Paragraphe 141. Un autre moyen couramment utilisé pour communiquer entre les organes de commandement du centre et les divisions étaient des réunions. Les réunions pouvaient être des rencontres en groupes restreints ou de grands rassemblements. Comme exemple de rassemblements plus importants, peuvent être cités ceux organisés avant l'attaque finale de Phnom Penh, ou encore avant la purge de la zone Est. Les dirigeants du parti prononçaient souvent des discours aux grands rassemblements. Certains témoins font état de l'organisation de rassemblements militaires au stade olympique de Phnom Penh, réunissant tous les commandants des unités à partir de l'échelon des bataillons sous la présidence de Son Sen. La communication au sein des divisions, paragraphe 142. Au sein des divisions, la communication suivait la structure de commandement. Les commandants communiquaient habituellement avec leur supérieur ou le subordonné immédiat. La communication quotidienne s'effectuait souvent par radio portable, mais les messagers, les télégrammes et les réunions étaient également utilisés. La discipline. Paragraphe 143. L'armée révolutionnaire du Kampuchea soumettait ses troupes et ses commandants à un régime disciplinaire strict qui prévoyait divers moyens de surveillance et de sanctions. Paragraphe 144. Des sessions de critique et d'autocritique étaient organisées au sein des unités militaires, au cours desquelles l'on attendait des troupes qu'elles critiquent leurs erreurs et dénoncent leurs camarades. Cette technique de contrôle et de discipline était également utilisée dans les réunions organisées par l'état-major. Paragraphe 145. On avait recours à divers types de sanctions pour mettre au pas les troupes en cas de mauvaise conduite. Les sanctions qui trouvaient à s'appliquer au sein même des unités coexistaient
avec l'envoi des troupes en rééducation ou sur des sites et avec des exécutions. Les commandants qui avaient désobéi aux ordres ou qui passaient pour des traîtres étaient arrêtés puis exécutés. Pour les arrestations et les interrogatoires des traîtres supposés, les unités de l'ARK utilisaient les installations d'autres centres tels que S21 ou leur propre bureau de sécurité. La participation de l'ARK aux purges. Paragraphe 146. L'ARK, en tant que responsable de la sécurité intérieure, procéda aux purges sur l'ordre du centre du parti. Paragraphe 147. Au cours d'un rassemblement officiel de l'ARK au mois de juillet 1975, le chef du comité suprême militaire du parti déclara que l'armée révolutionnaire devait défendre le pays contre les ennemis internes, qu'il était, selon lui, du devoir de l'armée révolutionnaire de continuer à anéantir. Parmi les mesures dont il fut débattu au cours des réunions des secrétaires et des secrétaires adjoints de divisions et de régiments indépendants, figuraient les purges des éléments propres à rien. 148. Deutsch explique que, dans la période qui suivit le 17 avril 1975, en l'absence d'organes de sécurité du centre, les ordres relatifs à l'exécution du personnel de l'ex-république khmer et d'autres considérés comme ennemis étaient exécutés par le personnel militaire relevant des secrétaires de zone, lesquels recevaient leurs ordres du comité permanent. Les unités des zones entrant à Phnom Penh, ainsi que les unités de zone et les unités subordonnées entrant dans d'autres villes telles que Pursat, dans la zone du nord-ouest, procédèrent aux exécutions. Les forces militaires des zones, des secteurs et des districts continuèrent de prendre part aux exécutions au niveau régional, dans certaines parties du pays, tout au long du régime. Ce fut notamment le cas dans le secteur 37 de la zone ouest et le centre de sécurité de Kok Kiong, district de Prey Nop, dans le centre de sécurité de Phnom Kral, district de Koh Nye, secteur autonome 105, et dans le centre de sécurité de Prey Dam Srot, district de Kampong Tralak Le, secteur 31 de la zone ouest. Paragraphe 149. Selon un témoin, la décision de procéder à des purges dans les rangs militaires était prise par le comité permanent. Son Sen, agissant sur l'ordre de Pol Pot, Nuon Chea et Tamok. Le même témoin fait aussi état de l'existence d'une purge planifiée à une réunion du comité permanent composé de Pol Pot, de Nuon Chea et de Ieng Sary. Il raconte encore que les ordres concernant les purges étaient transmis à une réunion des commandants militaires convoqués par Pol Pot, Nuon Chea, Tamok et Son Sen. Section 7. Caractérisation factuelle de l'entreprise criminelle commune, paragraphe 156. Les dirigeants du PCK avaient pour projet commun de réaliser au Cambodge une révolution socialiste rapide, par tous les moyens nécessaires, à la faveur d'un grand bond en avant, et en défendant le parti contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Paragraphe 157. Pour réaliser ce projet commun, les dirigeants du PCK ont notamment défini et mis en œuvre les 5 politiques suivantes. Le déplacement, à plusieurs reprises, de la population des agglomérations vers la campagne, entre les zones rurales. La création et l'exploitation de coopératives et de camps de travail. La rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis
qui se trouvaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti. La prise de mesures particulières à l'encontre de certains groupes spécifiques, notamment les Cham, les Vietnamiens, les religieux bouddhistes et les anciens responsables, fonctionnaires, militaires et leurs familles, de la République khmer. Et la réglementation des mariages. Paragraphe 158. Le projet commun existait avant le 17 avril 1975 et a continué d'exister jusqu'au 6 janvier 1979 au moins. Les 5 politiques conçus pour réaliser ce projet commun ont été mis en œuvre entre ces dates ou préalablement. Ces politiques ont évolué au cours du régime, gagnant en ampleur et en intensité. L'une des conséquences de ces politiques fut une collectivisation de la société en tous ses aspects. Cette collectivisation impliqua la suppression du marché, de la monnaie et de la propriété privée, l'interdiction de toute libre circulation des personnes et le regroupement de celles-ci par catégorie, en unités où la vie commune était généralisée. Il en résulta la mise en place d'un système que les Cambodgiens ont généralement défini ensuite par la formule suivante. Le pays tout entier était devenu une prison sans murs. Paragraphe 159. Les personnes ayant adhéré au projet commun comprenaient, sans s'y limiter, les membres du comité permanent, notamment Nuon Chea et Ieng Sary, ceux du comité central, notamment Khieu Samphan, des ministres, notamment Ieng Thiret, des secrétaires de zone et des secteurs autonomes, ainsi que des responsables des divisions militaires centrales. Déplacement de la population. Paragraphe 160. L'une des 5 politiques mises en œuvre pour réaliser et défendre la révolution socialiste consistait à déplacer la population des agglomérations vers les zones rurales et, entre ces zones rurales, par tous les moyens nécessaires. Le PCK avait commencé à déplacer les habitants avant le 17 avril 1975 et a continué de le faire jusqu'au 6 janvier 1979. Au moins. Les co-juges d'instruction ont été saisis de 3 phases de déplacement spécifiques, touchant respectivement les populations de Phnom Penh, phase 1, des zones centrales, ancienne zone nord, sud-ouest, ouest et est, phase 2, et de la zone est, phase 3. Paragraphe 161. Un des objectifs de ces déplacements de population était de répondre aux besoins en main-d'œuvre des coopératives et des sites de travail. Le PCK a également déclaré qu'il s'agissait d'assurer l'alimentation et la sécurité de la population. Un document du parti, daté de septembre 1975, atteste d'un autre objectif majeur. Priver les citadins et les anciens fonctionnaires de leur statut économique et politique pour les transformer en paysans et ainsi préserver les acquis de la Révolution. Les déplacements de population occupaient donc une place importante dans tous les efforts possibles entrepris par le PCK pour que la situation fût bénéfique à la Révolution. Date et participation. Paragraphe 162. Dès avant 1975, le PCK pratiqua une politique d'évacuation progressive des habitants des villes dont il avait pris le contrôle. Les populations furent totalement ou partiellement déplacées des zones urbaines des provinces de Stung Treng, Kratchie, Banan et Udon, jusque dans les zones nord, est, nord-est
et dans le secteur 505. Des numéros de l'étendard révolutionnaire attestent de ce que le PCK déplaçait délibérément la population des zones urbaines vers les zones rurales. Paragraphe 163. Cette politique a d'abord été mise à exécution le 17 avril 1975 ou autour de cette date, phase 1. Puis, notamment dans la seconde moitié de 1975 jusqu'en 1977, phase 2, et à la fin de l'année 1977 jusqu'à fin 78, phase 3. Paragraphe 164. S'agissant de la phase 1, Pol Pot a joué un rôle déterminant dans la décision de vider Phnom Penh de sa population. Les plans prévoyant la réception des évacués de la capitale ont été disséminés préalablement à sa mise en œuvre. Les membres du centre du parti se sont aussi impliqués dans la planification de cette phase, lors de réunions tenues fin mars et début avril 1975. D'autres réunions ont suivi afin d'informer les cadres subalternes de la décision. Alors que certains soldats du PCK avaient été informés au préalable de l'attaque contre Phnom Penh, généralement par leurs supérieurs militaires, et selon la voie hiérarchique, d'autres n'ont reçu l'ordre de faire sortir les gens de la capitale que peu après y être eux-mêmes arrivés. L'évacuation de la population de Phnom Penh n'était pas un phénomène isolé, mais faisait partie d'un projet plus large de déplacement de la population des villes après le 17 avril 1975. Paragraphe 165. S'agissant de la phase 2, le projet d'envoyer les gens dans les zones nord et nord-ouest ressort d'une visite effectuée dans ces zones par le comité permanent du PCK avant ou vers le mois d'août 1975. Cette visite a donné lieu au constat suivant. On n'a pas assez de forces humaines. Il faut augmenter les forces de production. Même si on ajoute 300 000 ou 400 000 personnes, ce ne sera pas suffisant. Actuellement, nos forces comptent 1 million de personnes, mais nous n'avons même pas réalisé nos objectifs à 50%. Il faut en ajouter 400 000 ou 500 000. Selon un document du parti datant de septembre 1975, le peuple nouveau devait être déplacé hors des zones où la trop grande concentration temporaire de ses membres avait entraîné des pénuries alimentaires. Il est précisé dans ce même document qu'une solution à ce problème, à la fois permanente et adaptée aux exigences de production, devait être mise en place à partir de novembre 1975. Des témoins et des documents apportent des éléments supplémentaires quant à la nature de l'application du centre du parti dans ces déplacements. Le télégramme 15, daté de novembre 1975 et adressé à Pol Pot, évoque une décision du centre du PCK concernant la phase 2 des déplacements de population. Au dire de l'ancien chef de service télégraphique de la zone centrale, ancienne zone nord, la zone est devait obligatoirement envoyer le rapport de la zone à Pol Pot, à l'échelon du comité central en premier lieu. Ensuite, il fallait attendre les ordres de Pol Pot pour la suite. D'autre part, Kepork, secrétaire de la zone centrale, ancienne zone nord, a reçu ce télégramme du comité central. Il ne l'a pas reçu directement de la zone est. Mouvement de population. Déplacement de population. Évacuation de Phnom Penh phase 1. Situation avant 1975, paragraphe 221. Entre 1970 et 1975, la population de Phnom Penh a fortement augmenté pour atteindre plusieurs millions, du fait des déplacements de population qui arrivaient de la campagne, cherchant à se protéger du conflit.
Paragraphe 222. Les personnels et installations des services de santé ont vu leur capacité décroître durant cette période et ces services étaient moins disponibles dans les campagnes que dans les villes. En grande partie à cause du conflit sévissant entre les forces du PCK et les forces du régime de Lon Nol. Les hôpitaux de la capitale étaient surpeuplés et de qualité variable. La santé représentait moins de 3% du budget national à la fin de l'année 1974, à comparer aux 5,7% de 1968. Paragraphe 223. Bien que la malnutrition ait été au rang des préoccupations importantes pendant la période du conflit antérieur à 1975, on ne signale aucune famine généralisée ni risque d'épidémie à cette époque. Ceci est dû en grande partie au soutien des populations par les organisations étrangères. Bien que leur capacité de prise en charge des communautés affectées ait baissé au fur et à mesure que l'insécurité grandissait. Départ. Paragraphe 224. Quand les troupes du PCK sont entrées dans la capitale, la population a été forcée de quitter la ville dès le matin du 17 avril 1975. Et ce, durant plusieurs semaines, de jour comme de nuit. Les gens partaient généralement de leur domicile familial, quel que soit le quartier. Population déplacée, paragraphe 225. Les personnes forcées à quitter Phnom Penh étaient principalement des civils, hommes, femmes, personnes âgées, enfants, moines, etc. Médecins et infirmiers durent également quitter la ville, ainsi que les patients des hôpitaux, les blessés, les malades et les mères qui venaient d'accoucher. Des familles entières furent forcées à quitter Phnom Penh, les membres d'une même famille étant fréquemment séparés. Paragraphe 226. Le nombre exact de personnes que l'on força à quitter Phnom Penh n'est pas précis, même si le chiffre total est probablement proche des 1,5 à 2,6 millions de personnes. Les témoins parlent de masses de personnes voyageant dans les rues et d'une ville totalement vidée de sa population. Avant le 17 avril 1975, selon le PCK, la population de Phnom Penh et d'autres zones contrôlées par l'ennemi tournait autour du million. Après le 17 avril 1975, le PCK estimait officiellement le nombre total d'évacués à 2 millions. Plus tard, le PCK a porté le nombre des évacués de Phnom Penh et des capitales provinciales à environ 3 millions. Bien que le chiffre de 3 millions ait parfois été cité pour Phnom Penh uniquement, notamment par Ieng Sary, en 1977, le PCK a modifié son estimation du nombre total d'évacués pour le porter à 4 millions. Destination initiale, paragraphe 227. La population civile qui quittait Phnom Penh partait par les routes nationales dans toutes les directions, nord, sud, est et ouest. En général, les personnes ne recevaient aucune consigne, pas plus qu'on ne les informait de leur destination finale, si ce n'est qu'on leur disait d'aller dans les zones rurales ou vers leur village d'origine. Les troupes du PCK les faisaient parfois changer de direction. Les témoignages montrent que les gens partaient dans la plupart des régions du pays. Souvent, les communautés locales recevaient l'ordre d'accueillir les nouveaux arrivés,
et de leur offrir le gîte et le couvert. Mais cela ne suffisait pas au regard du nombre d'arrivées. Dans certains cas, les populations civiles venues de Phnom Penh étaient hébergées dans des salles polyvalentes où devaient se débrouiller seuls pour s'installer. Certains tombaient malades du fait du voyage ou du fait des conditions de vie à l'arrivée. Ceux qui venaient de Phnom Penh étaient identifiés comme le peuple nouveau ou le peuple du 17 avril ou encore le peuple dépositaire. Ils furent souvent ciblés à l'arrivée sur la base de cette identité. Le président. Monsieur San, veuillez poursuivre la lecture à partir du paragraphe 228 jusqu'au paragraphe 273 et ensuite de 274 à 281. Le greffier. Moyens et méthodes de déplacement. Moyens, paragraphe 228. Les personnes qui organisèrent le déplacement des habitants de Phnom Penh ont été désignées par les témoins comme étant les troupes Khmer rouges. Elles ont été décrites comme portant des vêtements noirs ou kaki, certains avec des écharpes ou kramas autour du cou. Les troupes Khmer rouges étaient souvent armées. Paragraphe 229. Les troupes faisaient des annonces, généralement par haut-parleur ou mégaphone, pour indiquer à la population qu'elle avait un temps limité pour quitter la ville. Dans certains cas, il a été rapporté que les troupes possédaient des listes de noms et se voyaient attribuer certaines zones spécifiques de la capitale pour superviser les déplacements de population. Paragraphe 230. Différents contingents de l'armée du PCK ont été identifiés comme ayant participé à la mise en œuvre des déplacements de population à Phnom Penh, notamment les forces de la zone nord, y compris la division 1 sous les ordres du commandant expurgé, de la zone sud-ouest, les forces de la zone spéciale et l'armée de la zone est. Et les uns et les autres ayant parfois, selon les témoignages, des attitudes différentes envers la population. Paragraphe 231. Personne ne résista aux ordres de quitter Phnom Penh. Selon quelques témoins, il n'y aurait pas eu de violence particulière du côté de certaines troupes du PCK. Pourtant, la plupart des témoignages attestent de ce que les militaires usaient de menaces et employaient la force pour s'assurer que les gens quittent leur domicile. Des témoins font état de coups de feu. Paragraphe 232. D'autres témoins encore déclarent que les soldats abattaient les gens qui refusaient de quitter leur maison. Des civils ont également été tués par les tirs croisés visant les soldats de Lon Nol. Certains témoins précisent avoir vu des cadavres dans les rues de Phnom Penh. D'autres soulignent que les troupes du PCK avaient ordre d'utiliser tous les moyens pour s'assurer que la population quittait Phnom Penh. Paragraphe 233. Il est également fait état de mauvais traitements et d'actes de violence contre les populations civiles, de coups et de tirs en l'air. On rapporte que les biens personnels des habitants de Phnom Penh furent saisis par les troupes du PCK. Paragraphe 234. En ce qui concerne les soldats de Lon Nol, certains auraient été désarmés par les troupes du PCK et chassés de la ville
avec les populations civiles. D'autres auraient été identifiés au cours d'interrogatoires et emmenés séparément des personnes quittant la ville. Il avait été antérieurement annoncé que l'Ankar pardonnerait à tous les membres de l'Ancien Régime, sauf à 7 hauts responsables. Et lors de l'évacuation, les soldats du PCK auraient demandé aux anciens soldats de l'ONOL, aux responsables gouvernementaux et aux policiers de se présenter pour travailler pour le parti. Ces personnes étant ensuite emmenées vers une destination inconnue avant de disparaître. Paragraphe 235. Certains soldats de l'ONOL furent abattus quand ils refusaient de déposer les armes ou montraient des signes de résistance. Il existe notamment un ordre écrit signé du camarade expurgé ordonnant qu'une liste d'officiers de l'ONOL soit écrasée, et un témoin déclare que Son Sen ordonna l'arrestation de fonctionnaires de haut rang du régime de l'ONOL, y compris ceux qui étaient hospitalisés. Les intéressés furent plus tard tués et jetés dans un puits du quartier de Tuolkork. Certains témoins racontent avoir assisté à l'exécution de soldats de l'ONOL et avoir vu les cadavres de tels soldats dans les rues. Méthode. Paragraphe 236. Aucun témoignage ne mentionne la fourniture de moyens de transport, à l'exception de quelques références limitées à l'utilisation de camions militaires. La plupart des gens voyageaient à pied, d'autres conduisaient leur automobile et autres véhicules ou les poussaient, notamment les scooters ou les motocyclettes et les bicyclettes ou les cyclopousses. Dans certains cas, les populations utilisèrent des bateaux. Paragraphe 237. Les troupes du PCK disaient aux gens de ne pas prendre trop d'affaires personnelles, spécifiant dans certains cas que ce n'était pas nécessaire, puisqu'ils partaient pour peu de temps, ou que ce n'était pas possible parce qu'ils devaient partir rapidement, de sorte que la plupart des évacués laissèrent leurs biens chez eux. Pour ceux qui transportaient leurs affaires personnelles, nul ne fait état d'une aide quelconque qui leur aurait été apportée. Les gens portaient leurs affaires sur la tête ou sur les épaules, dans des charrettes ou dans leurs véhicules. Ils emportaient du riz, de l'argent, des médicaments, des livres scolaires ou des vêtements, et aidaient également les malades et les personnes âgées. Paragraphe 238. Quelques témoignages laissent entendre que de la nourriture ou d'autres formes d'aide furent offertes aux populations durant le voyage. Toutefois, si certains témoignages évoquent des troupes du PCK offrant du riz, la plupart des témoins rapportent qu'ils devaient boire de l'eau sale dans les étangs le long du chemin, et que les cadres du parti relevaient les noms de ceux qui recevaient de la nourriture et de ceux qui ne voulaient pas poursuivre le voyage. Deux témoins précisent qu'ils n'ont vu personne souffrir de la faim durant les déplacements de population hors de Phnom Penh. Paragraphe 239. Aucun témoignage n'indique que les troupes du PCK aient offert sécurité ou protection aux gens en chemin. Personne ne put s'abriter durant le voyage et tout le monde dormait sur des matelas sur la route, dans des maisons vides ou sous les arbres. Les populations ne reçurent aucune eau ni nourriture. Selon un témoin, les Khmers rouges refusaient la permission de recevoir de la nourriture. Sinon, le riz vapeur était la seule nourriture disponible.
Certains durent voyager toute la nuit sans repos pendant plusieurs jours. Les gens finissaient par voir leurs membres enflés du fait des longues marches, et certains rapports font état de décès. Aucun témoignage ne mentionne que les populations reçurent des médicaments d'aucune sorte. Certains soldats dépouillaient les gens de leurs biens personnels durant le voyage. Paragraphe 240. Nombreux sont ceux qui indiquent avoir vu des cadavres de personnes ayant été abattues le long des routes. Les gens étaient abattus pour des broutilles telles que refuser d'abandonner leur bicyclette. Si certains témoins déclarent n'avoir assisté à aucun mauvais traitement de la part des soldats du PCK contre les civils ou n'avoir vu personne mourir le long de la route, Ieng Sari lui-même a déclaré que 2000 à 3000 personnes décédèrent durant l'évacuation de Phnom Penh. Retour à Phnom Penh, paragraphe 241. Un témoin a précisé que les soldats du PCK menaçaient d'abattre les gens s'ils retournaient à Phnom Penh. Nuon Chea a déclaré que l'intention était d'autoriser les populations à retourner à Phnom Penh. Et Ieng Sari a déclaré en mai 1977 que les villes étaient repeuplées après les déplacements initiaux de population vers les campagnes. Et que les gens étaient autorisés à choisir de rester à la campagne ou de retourner vivre en ville s'ils le souhaitaient. Cependant, bien qu'il semble qu'en de rares circonstances, certains aient été renvoyés à Phnom Penh pour travailler, la ville resta généralement vide de toute population, hormis un nombre limité de soldats et de cadres, jusqu'à la chute du régime. Selon une déclaration de Pol Pot, dans une réunion le 6 juin 1976, la population de Phnom Penh s'élevait alors à plus de 100 000 habitants. En avril 1977, 43 810 rations étaient fournies par l'état-major général. Raison invoquée pour le déplacement des populations. Paragraphe 242. Lors de l'évacuation de Phnom Penh, les troupes du PCK indiquaient souvent aux populations qu'elles ne quittaient leur domicile que pour un court moment, 2 ou 3 jours, une semaine ou deux, tout au plus. Paragraphe 243. Plusieurs témoins déclarent que les militaires leur expliquèrent qu'il était nécessaire de quitter Phnom Penh pour leur sécurité personnelle, et qu'ainsi, les soldats pourraient identifier ou éliminer les soldats de Lon Nol ou encore repérer les ennemis. Il est également fait mention des bombardements américains attendus sur la ville, bien qu'il y ait également des signes que certaines des personnes présentes n'aient pas cru à cette explication. Parmi les justifications avancées figure également l'infiltration planifiée des agents de la CIA pour le lancement d'une contre-attaque. Paragraphe 244. On indiqua encore à certains témoins qu'il était nécessaire de faire partir la population pour organiser et nettoyer la ville, notamment pour récupérer les munitions. Paragraphe 245. Certaines justifications politiques furent également avancées. On expliqua à certaines personnes que l'ANCAR attendait de les accueillir, qu'il fallait bâtir une économie rurale, construire des barrages, des canaux et travailler à la riziculture, et que les seules personnes autorisées à rester en ville étaient les membres des forces militaires pour les besoins de leur travail.
on évoqua le manque de nourriture à Phnom Penh et le fait qu'elle était plus abondante à la campagne. Paragraphe 246. Ces justifications que mentionnent les témoignages se retrouvent dans les déclarations des personnes mises en examen. Ieng Sary, dans un entretien qu'elle a accordé à une journaliste en 1980, l'interprète lit ce qui figure dans l'ordonnance de clôture, fait référence en général aux raisons économiques, politiques et militaires justifiant ces déplacements de population. 247. Ieng Sary a déclaré dans un entretien avec un journaliste en 1975 et réitéré dans une conférence en 1978 que la principale raison des déplacements de population était la nourriture. Il a précisé qu'à l'origine, on pensait qu'il y avait 2 millions d'habitants à Phnom Penh et qu'on a découvert plus tard que la population de la ville s'élevait en fait à 3 millions. Il a indiqué qu'avant le régime du Kampuchea démocratique, le Cambodge recevait entre 30 et 40 000 tonnes de nourriture par mois des États-Unis et que le PCK, qui ne souhaitait pas faire appel à l'aide internationale, n'aurait pas été capable de transporter la nourriture des campagnes vers les villes. Khieu Samphan a également déclaré dans un entretien accordé à la radio en 2007 que la population était affamée à l'époque, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas assez de nourriture à la campagne non plus, précisant que les populations mangeaient des bananes avec du riz ou du manioc et que seule une aide alimentaire limitée leur parvenait de la part des alliés du PCK. Dans une déclaration antérieure, cependant, Khieu Samphan avait affirmé que tout gouvernement récemment sorti d'une guerre aurait dû faire face au problème de la famine et qu'après le déplacement des populations hors de Phnom Penh, il y avait suffisamment de quoi manger dans les coopératives. Paragraphe 248. Les personnes mises en examen ont également fait référence à l'idéologie du régime pour justifier le déplacement des populations. Face à la crise alimentaire, Nuon Chea a affirmé que l'objectif du régime était de rester indépendant et souverain. Khieu Samphan a également déclaré que Pol Pot ne voulait pas vivre sous le contrôle de nations étrangères. Le déplacement des populations des villes vers la campagne est aussi mentionné par Nuon Chea comme une composante de la révolution socialiste. Ieng Sary a expliqué que l'objectif était de transformer les quartiers inhabités de la ville en sites industriels. Il a également déclaré qu'il était nécessaire d'entraîner les gens des villes à endurer les souffrances morales et physiques à travers un dur labeur. Selon un témoin, Tamok aurait déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des marchés ou des villes et que toute la population devait se rendre dans les zones rurales pour bâtir l'économie agraire. Doik a expliqué que les objectifs du PCK étaient de transformer tout le pays en une nation de paysans, d'abolir la privatisation et d'obliger les techniciens à faire les travaux agricoles pour les neutraliser et les obliger à dépendre des paysans. Les documents de cette époque démontrent que la rééducation n'était pas considérée comme possible à grande échelle et qu'il était nécessaire d'évacuer les gens vers les zones rurales pour arrêter la contamination idéologique incontrôlable des troupes révolutionnaires, participer au mouvement d'accroissement de la production et contribuer à défendre et renforcer le pays. Paragraphe 249. Enfin, en ce qui concerne les questions de sécurité,
Nuon Chea a déclaré qu'il était nécessaire de déplacer les populations hors de Phnom Penh pour faciliter la défense militaire du pays face au Vietnam, afin de protéger le peuple de la guerre. Ieng Sary a mentionné un document secret de la CIA relatif au plan d'infiltration de la ville. Khieu Samphan a évoqué le besoin de renforcer le pays pour combattre l'ennemi. Selon les documents d'époque du PCK, si la population n'avait pas quitté les villes, les ennemis auraient été en mesure de lancer des attaques surprises de l'arrière. Planification. Paragraphe 250. Dès avant 1975, le PCK pratiqua une politique d'évacuation progressive des habitants des villes dont il avait pris le contrôle. Les populations furent totalement ou partiellement déplacées des zones urbaines des provinces de Stung Treng, Kraché, Banan et Udong. Paragraphe 251. Selon certains témoignages, la décision de déplacer les populations de Phnom Penh aurait été prise en février 1975. Et il s'agissait d'un plan délibéré des principaux responsables du PCK. Un ancien cadre de la zone Est précise que cette décision fut suivie en février 1975 d'ordre de Pol Pot, demandant que tous les districts et secteurs se préparent à construire des logements pour accueillir les populations de Phnom Penh. Paragraphe 252. Un témoin a expliqué qu'au début d'avril 1975 s'est tenue une réunion dans le bureau de Pol Pot au village de Tongpun, district de Kampong Tralak Le, province de Kampong Chnang, qui portait essentiellement sur le plan d'évacuation des populations de Phnom Penh. Il précise que bien qu'aucun procès verbal officiel de cette réunion n'ait été établi, Nuon Chea et Khieu Samphan ont tous deux participé à cette réunion et pris leurs propres notes. Selon lui, les commandants reçurent l'ordre d'organiser des réunions et de préparer des plans de transfert des populations de chefs-lieux des zones sous leur contrôle. Cette directive a été plus tard publiée dans les revues Étendards révolutionnaires et Drapeaux du Front du Kampuchéa et distribuée à tous les cadres du parti, bien qu'il n'y ait aucune trace de ces publications. Paragraphe 253. Un autre témoin fait référence à une réunion de coordination tenue avant le 17 avril 1975, à laquelle tous les commandants du PCK de son unité, la division 1 de ce qui s'appelait alors la zone nord, appelée par la suite la division 310 du centre, furent invités, comme le lui a rapporté, expurgé, le commandant de son bataillon. Un autre témoin déclare qu'un mois avant d'entrer dans Phnom Penh, une réunion s'est tenue au Phnom Sao, le quartier général du commandant militaire du PCK de Kampot. Expurgé, le chef d'état-major du secteur 35 de la zone sud-ouest la présidait. Tamok, secrétaire de la zone sud-ouest, y déclara qu'il n'était pas nécessaire de développer les marchés ou les villes et que tout le monde devait être évacué des villes vers les zones rurales afin de bâtir une économie rurale dans les 2 jours suivant l'occupation de la ville. Paragraphe 254. Certains témoignages indiquent que Sam Bit, le commandant de la division 2 de la zone sud-ouest, a participé à une réunion avec les membres de l'échelon supérieur du PCK, où il fut déclaré que Phnom Penh devait être évacué pour repérer les éléments de l'ONOL. Cette information a ensuite été transmise aux régiments et bataillons. Paragraphe 255.
D'anciens cadres subalternes du parti déclarent également qu'ils furent informés à l'avance du plan de déplacement des populations de Phnom Penh. Un soldat du PCK entendit dire que l'Ankar prévoyait d'évacuer les populations vers leur district de naissance. Un autre témoin déclare que Expurgé, secrétaire de la division 1 de la zone nord, donna des ordres à son groupe à propos de ce déplacement de population environ 3 jours avant la libération. Tandis qu'un autre ancien soldat fait également référence à cette information reçue de Expurgé 3 jours avant l'attaque de Phnom Penh. Paragraphe 256. À l'inverse, d'autres cadres du niveau inférieur du PCK déclarent qu'il n'y eut aucune instruction avant les événements. Certains soldats indiquent qu'ils reçurent l'ordre de déplacer la population seulement plusieurs jours après avoir investi la ville. Paragraphe 257. Les soldats du PCK reçurent également, via la chaîne de commandement militaire, des instructions de leurs supérieurs pour déplacer les populations de Phnom Penh. Le 2e régiment, qui devint ultérieurement le 723e de la division 310, division 1 de la zone nord, reçut l'ordre d'évacuer les populations du commandant Expurgé ainsi que du commandant Expurgé. Les soldats du PCK parlent également de l'échelon supérieur ou de l'Ankar comme ayant donné l'ordre de quitter la ville. Paragraphe 258. En ce qui concerne l'implication des personnes mises en examen dans le processus de décision, Nuon participe à la préparation militaire de l'attaque de Phnom Penh par le PCK, comme en témoigne sa présence aux réunions avec les chefs militaires. Dans une déclaration à un journaliste, Nuon a indiqué que la décision d'évacuer les populations des villes avait été prise par le comité central du parti. À l'époque, tout le monde participait au développement des idées. Il s'agissait d'associer un peu de ceci à un peu de cela. De plus, Nuon a déclaré « Nous avons attaqué et pris les bases militaires. Donc, le 17 avril 1975, libération, l'armée est entrée et a complètement libéré Phnom Penh. » Ieng Sary a affirmé dans une déclaration écrite en 1996 que la décision avait été prise par Pol Pot sans qu'il en eût connaissance. Mais il a aussi indiqué qu'il avait tenté de dissuader Pol Pot, déclarant « En 1974, j'ai dit à Pol Pot qu'il était facile d'évacuer la population de Stung Treng et de Kratier, car les habitants n'étaient pas nombreux, mais qu'il ne serait pas facile d'évacuer la population de Phnom Penh, que tout devait être organisé de façon précise, car on parlait là de millions de personnes. » Ieng Sary a encore déclaré « Toutes les décisions étaient prises par ce comité composé de ces 4 personnes, y compris lui-même et Nuon Chea. Je ne participais pas aux décisions relatives à l'évacuation de la population des villes. Le 23 avril 1975, je suis descendu de l'avion en provenance de Pékin et j'ai constaté que la ville avait déjà été vidée de ses habitants. » Selon Ieng Sary, la décision qui fit autorité dans l'évacuation de Phnom Penh fut prise fin mars ou début avril 1975. Khieu Samphan a affirmé dans un entretien radio qu'il s'opposait à l'évacuation, mais que cela avait été fait dans l'intérêt des citadins. Et il a déclaré dans un autre entretien que de telles mesures avaient été pensées et planifiées par le comité permanent.
Quant à Ieng Thiriet, elle a déclaré dans un entretien avec Elisabeth Becker en 1980 qu'elle ne savait pas quand l'évacuation de Phnom Penh avait été décidée parce qu'elle était ailleurs à l'époque. Paragraphe 259. En ce qui concerne la présence des personnes mises en examen à Phnom Penh, Nguyen Chea quitta le précédent quartier général du PCK le 17 avril et arriva à Phnom Penh le 20 avril environ. Ieng Sary a déclaré être arrivé à Phnom Penh le 23 avril 1975 de Pékin. Ieng Thiriet qu'elle était arrivée à Phnom Penh vers juin. Mais qu'elle avait eu connaissance de l'évacuation avant son arrivée. Que Sampan, qu'il était entré dans Phnom Penh 7 à 10 jours après le 17 avril 1975. Paragraphe 260. Ainsi, sur la base des témoignages cités, il apparaît que la décision de déplacer les populations de Phnom Penh a vraisemblablement été prise par Pol Pot en février 1975, les plans ayant déjà été distribués pour préparer l'accueil des personnes venant de Phnom Penh ce même mois. L'implication des membres du centre du parti semble établie sous la forme de certaines réunions fin mars ou début avril 1975, avec la participation de Nguyen Chea, Que Sampan et Ieng Sary. Bien que Ieng Sary n'ait pas été dans le pays à l'époque, certains témoignages montrent qu'il recevait communication des décisions et qu'il avait déjà discuté de la question avec Pol Pot en 1974. Des réunions se sont alors tenues avec les cadres du niveau inférieur pour diffuser la décision. Et certaines troupes du PCK reçurent des ordres à l'avance à propos de l'offensive sur Phnom Penh. Même si d'autres n'ont pas été informés avant de recevoir l'ordre de déplacer les populations de la ville. Déplacement de population de l'ancienne zone nord-centrale, de la zone sud-ouest, de la zone est, de la zone ouest. Date et lieu. Paragraphe 262. Autour de septembre 1975 et jusqu'en 1976 et 1977, un grand nombre de personnes furent déplacées du centre et du sud-ouest du pays. Ce qui comprend, selon le système d'identification des frontières administratives du PCK, la zone centrale, ancienne zone nord, et la zone sud-ouest, et des régions de la zone ouest et de la zone est, à savoir les provinces de Kandal, Kampong Thom, Takeo, Kampong Speu, Kampong Chhnang et Kampong Cham. La plupart des populations déplacées furent envoyées vers ce que le PCK appelait le secteur 106, secteur de Siem Reap, le secteur 103, secteur de Preah Vihear, et la zone nord-ouest, notamment dans des endroits aujourd'hui situés dans les provinces de Battambang, Pursat et Banteay Meanchey, ou vers ce que le PCK appelait la zone centrale, ancienne zone nord, l'actuelle province de Kampong Thom et certaines régions de la province de Kampong Cham. Paragraphe 263. En outre, certains témoignages font état d'autres déplacements de population à la même époque, notamment à partir de la zone Est ou à l'intérieur de la zone Est. Preveng et Svay Rieng, vers Kratie, secteur 505, à l'intérieur de la zone centrale, ancienne zone nord, ou à l'intérieur de la province de Battambang. La plupart des témoins déclarent que les populations étaient déplacées plusieurs fois avant d'atteindre leur destination finale. Ce fut notamment le cas d'un certain nombre de personnes initialement évacuées de Phnom Penh. Population déplacée. Paragraphe 264. Il est difficile d'estimer le nombre de personnes déplacées du centre et du sud-ouest du Cambodge vers le nord
et le nord-ouest entre la fin de 1975 et 1976. Un compte-rendu du comité permanent daté d'août 1975 fait référence à la nécessité d'ajouter 400 000 ou 500 000 personnes à la population de la zone nord-ouest, afin ainsi que de transférer un nombre indéterminé de personnes dans ce qu'on appelait alors la zone nord. Selon un document du parti daté de septembre 1975, 500 000 personnes devaient être déplacées vers le nord-ouest, 20 000 à Prévire, d'autres à Kampong Thom dans la zone nord, un certain secteur de l'Est. Un télégramme daté de novembre 1975, télégramme numéro 15, indiquait que 50 000 personnes devaient être déplacées de la zone Est et qu'il restait selon le témoignage d'anciens employés des chemins de fer, il semble que des milliers de personnes aient été déplacées en train via Phnom Penh jusqu'à leur destination à Pursat et Battambang, dans la zone nord-ouest. Selon la plupart des témoins, dont certains sont d'anciens déplacés, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des familles entières furent déplacées. Certains avaient des liens avec le régime de Lon Nol, d'autres étaient considérés comme appartenant au peuple nouveau, notamment des personnes précédemment évacuées de Phnom Penh. Certains témoins déclarent qu'il n'avait été demandé qu'aux seules personnes du peuple nouveau de partir. Un témoin fait état de déplacement des populations chinoises et de la minorité Krom. Paragraphe 266. Un certain nombre de Cham firent également partie des personnes déplacées. Ces déplacements se produisirent à la fin de l'année 1975, après la rébellion des Cham dans 2 régions de la zone Est. De nombreux Cham furent déplacés de leur village d'origine, dans la province de Kampong Cham, et envoyés vers d'autres villages de la même province. Certains furent envoyés plus loin, vers des villages situés dans les provinces de Kratchie, de Kampong Thom et de Battambang. Le télégramme numéro 15 et d'autres éléments de preuve laissent entendre qu'une décision fut prise par le comité central et mise en œuvre par la suite pour transférer des milliers de Cham dans la zone nord et la zone nord-ouest. Moyens et méthodes de déplacement. Paragraphe 267. Les populations étaient déplacées en camions militaires ou civils, en train, en bateau, en char à bœuf, en tracteur et ou à pied. Dans de nombreux cas, c'est une combinaison de ces différents moyens de transport qui fut utilisée, selon la destination. La plupart des témoins se sont sentis menacés ou forcés de partir. Ceux qui pensaient qu'on leur laissait le choix décidèrent de partir de peur d'être arrêtés ou exécutés. Certains témoignages mentionnent que des déplacés étaient attachés, ou d'autres qu'on les menaça d'une arme à feu, tandis que d'autres indiquent qu'on ne les a pas attachés, maltraités ou battus. Certains témoins déclarent qu'on leur a permis d'empaqueter quelques affaires ou un peu de nourriture avant de partir. Paragraphe 268. Les populations déplacées, y compris les Cham, furent organisées en groupes. Certains furent séparés au départ, durant le trajet ou à l'arrivée. Un ancien cadre local déclare: on n'avait pas pour principe d'interdire au nouveau peuple de vivre avec leurs proches, qui faisaient partie du peuple de base.
Un certain nombre de témoins déclarent que les Chams furent dispersés à travers les villages Khmers et que seul un petit nombre de Chams étaient autorisés à vivre dans chaque village. Les témoignages mentionnent que les hommes, les femmes et les enfants Cham furent séparés et transférés à différents endroits. Certains témoins Cham déclarent cependant qu'ils sont restés avec leur famille durant tout leur déplacement, ou qu'ils furent par la suite autorisés à rejoindre leur famille. D'autres précisent que, bien que la majorité des Cham fût déplacée, on exigea d'un petit nombre d'entre eux qu'ils restent dans leur village d'origine. 3 témoins précisent qu'on leur a demandé de vivre dans les espaces ouverts sous les maisons des populations khmères. 2 autres indiquent que les anciens et les leaders religieux de leur village furent arrêtés et tués avant que le déplacement des populations ordinaires ne commence. Paragraphe 269. Les voyages pouvaient durer 1 ou plusieurs jours, avec des arrêts en chemin. Les populations pouvaient se reposer quelques minutes, toute une nuit ou quelques jours, voire une semaine, selon la distance et le trajet. On voyageait de jour et ou de nuit. La grande majorité des personnes étaient en mauvaise condition physique. De nombreux témoins expliquent que les personnes déplacées étaient entassées dans des wagons surchargés, des camions ou des bateaux. Elles ne recevaient que très peu à manger ou à boire durant les déplacements ou à l'arrivée. Même si un témoin a déclaré que les soldats du parti donnaient du pain à ceux qui embarquaient sur les bateaux. Les médicaments manquaient également. Les gens mouraient avant le départ, durant le voyage ou après, du fait de la famine, parce qu'ils étaient trop vieux ou trop faibles, ou encore de maladies. Les témoins déclarent également que des arrestations se produisaient aussi dans le contexte des déplacements. Paragraphe 270. Certaines personnes ont disparu au cours des déplacements. Un témoin explique qu'il avait été dit au cours d'une réunion que ceux qui refuseraient de partir seraient envoyés en rééducation, d'où l'on ne revenait pas. Paragraphe 271. Les témoignages s'accordent pour dire que les dirigeants locaux du parti étaient chargés de la mise en œuvre des déplacements, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Au point de départ, ils recevaient les instructions de l'échelon supérieur. Encore qu'un témoin ait déclaré que la décision de choisir les villageois à déplacer était prise en secret par les chefs de peloton. Ceux qui posaient des questions étaient menacés. Selon certains témoins, les cadres locaux du parti recevaient des listes de noms et organisaient des réunions où ces noms étaient lus à voix haute. Et c'est eux également qui déterminaient comment transporter les personnes à déplacer. Paragraphe 272. Les déplacements étaient supervisés par des troupes, des miliciens ou du personnel de sécurité. La plupart des témoins rapportent la présence de ces éléments armés à toutes les étapes du déplacement de population. Pour superviser les départs, durant les déplacements des populations, pour surveiller les personnes embarquées sur les bateaux, dans les camions, dans les trains ou les charrettes à bœufs, et à l'arrivée. À l'inverse, quelques témoins déclarent qu'ils ne furent pas toujours escortés par des forces armées. Paragraphe 273. À Battambang ou à Pursat, la plupart des personnes déplacées arrivaient par train. L'organisation du réseau ferré, au sommet duquel se trouvait l'unité des chemins de fer de Phnom Penh, était clairement et hiérarchiquement définie. Un ancien employé des chemins de fer à Battambang
rapporte que les trains étaient escortés par des soldats armés et que les miliciens prenaient la relève après l'arrivée des trains. Selon son impression, ce genre de transport avait été planifié par la hiérarchie. 2 anciens employés des chemins de fer expliquent que 3 soldats s'occupaient des télécommunications aux gares de Pursat et de Battambang. Selon les témoins qui travaillaient au chemin de fer à Battambang et à Pursat, les cadres du parti responsables des gares ferroviaires relevaient directement de l'unité des chemins de fer de Phnom Penh. De plus, confirmant que le comité central était constamment informé de ces mouvements de population, un de ces témoins explique qu'en qualité de membre du parti, le cadre responsable de la gare de Pursat participait à des séminaires à Phnom Penh. Paragraphe 274. Les dirigeants locaux du parti accueillaient les personnes déplacées et les affectaient aux coopératives. Certains témoins déclarent qu'à leur arrivée, ils furent interrogés par les cadres du parti au sujet de leur biographie. Une des parties civiles explique qu'à un moment donné, elle se vit offrir la possibilité de choisir la coopérative où elle voulait aller, tout en précisant qu'elle fut par la suite envoyée en rééducation suite à l'arrestation de son mari. En ce qui concerne les personnes envoyées dans les régions centrales du pays ou à Kratché, les témoins concernés offrent des témoignages similaires. Retour. Paragraphe 275. La plupart des déplacés qui survécurent au régime du Kampuchea démocratique sont retournés chez eux ou dans leur village d'origine dès qu'ils l'ont pu. Certains ont trouvé leur ancien village déserté, les maisons détruites et des charniers. Les témoignages établissent qu'il n'était pas question de laisser les populations rentrer dans leur village d'origine sous le régime du Kampuchea démocratique. Raison invoquée pour le déplacement des populations. Paragraphe 276. Un compte-rendu du comité permanent, daté d'août 1975, fait état de sa visite de la zone nord-ouest. Ce rapport insiste sur la nécessité de développer la production du riz dans toute la zone nord-ouest. L'ANCAR offrant ses conseils, entre autres, sur l'économie et la diversification des cultures, et déclarant que les zones nord et nord-ouest étaient dotées de bons avantages, notamment une rizière et du riz de meilleure qualité pour répondre aux besoins du peuple nouveau. Un procès-verbal de réunion du comité permanent daté de juillet-août 1976 et contenant la planification sur 4 ans du parti insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur la production de riz. Paragraphe 277. Un certain nombre d'anciens déplacés déclarent qu'on leur avait expliqué qu'ils étaient déplacés vers une région où la nourriture était plus abondante et les terres fertiles, ou du fait d'un manque de main-d'œuvre. Un témoin déclare qu'on disait aux populations qu'elles devaient aller travailler pour le régime socialiste. À leur arrivée, les gens étaient envoyés au travail dans les coopératives, à la construction de barrages et de canaux, ou à la riziculture. Paragraphe 278. Un ancien cadre local du parti a, pour sa part, déclaré « Je savais que le principe du centre était de retirer le nouveau peuple de l'Est lors de la guerre avec le Vietnam, fin 1975 et début 1976, et la période qui suivait. À mon avis, c'était à cause de la guerre frontalière que le peuple nouveau était évacué. » Planification. Paragraphe 279.
Témoignages et documents offrent des éléments de preuve sur la façon dont le centre était impliqué dans ces déplacements. La décision d'envoyer les gens dans les zones nord et nord-ouest du pays semble avoir été prise à la suite de la visite du comité permanent dans cette région aux alentours du mois d'août de 1975. Et il est question de sa mise en œuvre dans un document du parti daté de septembre 1975. Paragraphe 280. Le télégramme numéro 15, daté de novembre 1975, décrit une décision prise à un niveau élevé du parti à propos des déplacements de population, qui, selon de nombreuses déclarations concordantes de témoins, fut mise en œuvre par la suite. Ce télégramme a été envoyé par un expurgé à Pol Pot avec Kopi Nuanchea, frère Deun, secrétaire du bureau politique 870, et frère Yem, bureau 870. Un témoin qui traduisait les télégrammes pour le bureau K1 sous le régime du Kampuchea démocratique déclare que le chef de l'unité de télégraphie prit la décision de mettre Nuanchea en copie, précisant: tout d'abord, ce télégramme devait être envoyé uniquement à Pol Pot. Mais le responsable des télégrammes savait que ce problème devait être soumis aux responsables du secteur relatif au peuple qui était chargé de trouver la solution, comme Nuanchea par exemple. Ce témoin fait également allusion à l'implication du comité permanent dans la résolution de ce problème. Un autre témoin, ancien chef de l'unité de télégraphie de la zone centrale, ancienne zone nord, explique que, d'une part, il s'agissait là d'un problème d'ordre technique de la zone Est. Et, dans ce cas-là, on devait obligatoirement envoyer le rapport de la zone à Pol Pot, à l'échelon du comité central en premier lieu. Ensuite, il fallait attendre les ordres de Pol Pot pour la suite. D'autre part, Kepork, lui, a reçu ce télégramme en question de la part du comité central. Il ne l'a pas reçu directement de la zone Est. Paragraphe 281. Le télégramme numéro 15 fait spécifiquement référence à un problème créé par le déplacement des Cham et indique: il reste encore plus de 100 000 musulmans dans la zone Est. Cette déportation était le principe de division dont nous avions discuté avec vous. Mais, si le Nord n'était pas d'accord pour les accueillir, nous continuerions de gérer les musulmans, sans problème. Cela s'est produit quelques semaines après la rébellion des Cham à Kokpal et Zweiklien. Quand il est lu dans ce contexte, ce document suggère que la raison sous-jacente du déplacement et de la séparation planifiée du peuple Cham était de répondre à la menace sécuritaire qu'il représentait. Illustration de la politique du parti consistant à briser les Cham. Bah, អរគុណលោកអាន់សានហើយលើកដល់ពេលសម្រាប់លំសម្រាប់ឲ្យជំនះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅ Le président, le moment est venu de prendre la pause. Nous allons reprendre les débats à 11h moins le quart. La partie civile a la parole. Maître Pikang. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties, bonjour à tous ceux présents et aux alentours. Pour ce qui est de la structure et du déplacement de population phase 1 et phase 2, deux paragraphes « 161 et 282 n'ont pas été lus par le greffier. Peut-être y a-t-il une préoccupation par rapport aux documents concernant les parties civiles, et c'est pourquoi j'avais quelques questions à poser à ce sujet. Pourquoi les paragraphes 161
et 282 n'ont pas été lus. En lien avec les parties civiles? C'était ma première question. Deuxième observation. Quelles sont les conséquences de ne pas lire à voix haute ces deux paragraphes pour en ce qui concerne les faits invoqués par les parties civiles dans leur demande de constitution? Le président, merci, l'audience est levée.